Bonjour à tous. Donc on va essayer de faire la suite de ces enseignements de statistiques par une version en ligne. Les deux premiers cours magistraux que Pierre vous a fait ont principalement porté sur des rappels de probabilité. À partir d'aujourd'hui, on va attaquer plutôt la partie méthode statistique. Donc les statistiques, ça fait partie de vos unités d'enseignement en mathématiques, donc on pourrait faire des statistiques de manière purement mathématique, mais c'est aussi un ensemble de méthodes et de techniques qui sont utilisées par l'ingénieur dans le but d'extraire de l'information de données. Donc ces données, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être de l'observation de phénomènes, par exemple la dimension des pommes de terre. Ça peut être des résultats d'expérience ou du contrôle de production, donc des tests de conformité de gants en production. Donc on sait qu'on va avoir un certain nombre de défauts et on va considérer que la machine n'a pas besoin de maintenance tant que le taux de défaut est inférieur à une certaine valeur. Et ça peut être des résultats d'enquête, donc typiquement les sondages pour les élections, mais ça peut être des enquêtes plutôt marketing ou tout autre questionnaire que vous allez remplir pour goûter des camemberts ou des choses comme ça, quoi. Donc l'objectif de ces méthodes, en fait, c'est de gagner du temps en évitant de faire du travail inutile. Donc c'est-à-dire faire la quantité d'observations, la quantité d'enquêtes ou le panel utilisateur afin d'avoir une estimation de différents paramètres tout en connaissant les risques que l'on prend à faire cette expérience non pas sur l'ensemble de la population française mais sur un échantillon. Je voulais laisser la vidéo sur la première diapo uniquement pour vous rappeler que il y a du son lié à cette version. Je vais malgré tout faire quelques rappels sur les lois discrètes et continues pour pouvoir dans un deuxième temps aborder le théorème central-Smith que vous avez peut-être déjà un tout petit peu vu. Et l'objectif du cours, c'est aujourd'hui de définir ce qu'est un intervalle de confiance. Donc en loi discrète et continue, on va en prendre que deux lois discrètes et une continue, que ce sont des choses que vous avez déjà vues. Alors la première loi discrète, c'est celle qui va correspondre à l'épreuve de Bernoulli. Typiquement, vous jouez à pile ou face, et votre variable aléatoire, c'est le succès, vous avez gagné à pile ou face, et votre variable aléatoire, soit vous avez gagné, vous avez 1, soit vous avez perdu, vous avez 0. On a une certaine probabilité de gagner à pile ou face, que l'on va noter petit p, et une probabilité 1 moins p de perdre, puisque vous n'avez que deux états possibles, vous avez gagné ou vous avez perdu. Donc grand X, qui est notre variable aléatoire, elle va prendre la valeur 0 ou 1 avec une probabilité petit p de succès. La loi binomiale, c'est une succession d'épreuves de Bernoulli. Donc c'est une loi qui a deux paramètres. N, le nombre d'épreuves de Bernoulli, donc le nombre de fois où vous jouez à pile ou face, et petit p, la probabilité que vous gagnez à chacune de ces épreuves de Bernoulli. La variable aléatoire grand X, cette fois-ci, elle peut prendre un ensemble de valeurs, donc c'est toujours une loi discrète, parce qu'elle peut prendre un nombre de valeurs fini, qui va être compris entre 0, vous avez tout perdu, et n, vous avez tout gagné. Et petit p, c'est la probabilité de succès dans chacune de ces épreuves. Donc typiquement, si on représente ça sous la forme d'un arbre, vous avez une probabilité petit p de gagner la première partie, et une probabilité 1 - p de perdre la première partie. À la deuxième partie, si vous avez perdu, vous avez toujours une probabilité petit p de gagner la deuxième, 1 - p de perdre la deuxième fois, etc. etc. Du coup, pour savoir la probabilité de perdre 3 fois, on va multiplier nos probabilités, donc on va avoir 1 - p à la puissance 3. La probabilité de gagner 3 fois, vous allez avoir petit p à la puissance 3. Et après, pour compter le nombre, pour avoir la probabilité de gagner 2 fois, il va falloir sommer chacune de ces branches et regarder et sommer les probabilités d'avoir gagné une fois. Donc on va avoir cette branche-là et cette branche-là pour avoir gagné une fois, et ces trois dernières branches pour gagner deux fois. Donc du coup, si on rassemble, si on résume donc ce tableau, en fait, on va rapidement en fait identifier ici devant le puissance p et 1 - p à la puissance le nombre de fois où on a gagné, on va retrouver ce que l'on appelle le coefficient binaire. Donc le nombre de succès sur n épreuves de Bernoulli,
sachant que chacune de ces épreuves a la même probabilité P de succès. La variable aléatoire, elle va prendre les valeurs comprises entre 0 et n. Petit p est lui toujours compris entre 0 et 1. Et la probabilité d'avoir k succès parmi n tentatives, on va retrouver notre coefficient binomial nk, p à la puissance k, donc le nombre de fois où on a gagné, et 1 moins p à la puissance n moins k, donc la puissance de notre quantité d'échecs. Donc pour rappel, le coefficient binomial, c'est factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. L'espérance de cette distribution, c'est np. Globalement, si vous jouez 10 fois à pile ou face, que la probabilité de gagner est de 0,5, l'espérance de gagner 5 fois sur 10 tirs, c'est... pardon, l'espérance de gagner, oui, 5 fois sur 10 tirs, va être égale à 0,5 fois 10, elle va être égale à 5 succès. Vous avez toujours une chance sur 2, quoi. Et la variance, ça se démontre, en fait, la variance de cette distribution, elle est égale à n fois p fois 1 moins p. Alors maintenant, si on s'intéresse à cette distribution, mais si on fait un nombre de tirages un peu plus important, donc on va lancer 6 fois notre pièce. On peut toujours calculer nos probabilités avec nos coefficients binomiaux, mais du coup il va falloir calculer le 15, le 20, ça va devenir de plus en plus long. Et si on s'intéresse à tracer cette distribution, eh ben, on voit qu'elle est symétrique. Ce qui n'est pas choquant puisque la probabilité de succès ou d'échec est égale à un demi. Donc on a moitié de chance de tomber à droite que de moitié à gauche quand on descend notre arbre. Si on fait cette expérience beaucoup plus de fois, donc là typiquement si on joue 25 fois à bille ou face, ou si on fait tomber une bille sur des plots et que cette bille a une chance sur 2 de tomber à droite ou à gauche, et que l'on somme ces billes sur l'ensemble des résultats possibles, donc le nombre, là, elle est toujours tombée à droite, toujours tombée à droite quand on est là, ici toujours tombée à gauche, ce que l'on observe là, c'est que on va avoir quelque chose qui va se remplir et donc qui va converger vers une forme que l'on connaît bien puisque c'est la distribution gaussienne, qui lui est une loi de distribution continue. Alors voilà ce que ça donne théoriquement. Enfin théoriquement, en fait, là on a fait un certain nombre d'essais en simulation sur MATLAB. Donc on a lancé 25 billes avec une probabilité 0,5 de tomber à droite ou à gauche, et voilà la distribution que l'on obtient par la suite. La loi normale ou la loi standard ou la distribution gaussienne, c'est quelque chose que vous connaissez très très bien. Donc c'est une distribution qui est centrée sur 0, qui est symétrique à cause du carré qu'on a là. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini vaut 1. Et on la reconnaît très facilement parce que le maximum de cette distribution est très proche de 0,4. Si on calcule l'air entre moins 1 et plus 1, donc entre moins 1 écart type et plus 1 écart type, on va avoir 63% de la distribution. Entre moins 1,96 et plus 1,96, on va avoir 95% de la distribution. Et entre moins 2,57 et plus 2,57, on va avoir 99% de notre distribution. On va retourner sur notre loi binomiale, donc notre loi discrète, mais cette fois-ci, on ne joue plus à pile ou face, on va lancer un dé. Donc et puis on va dire qu'on a gagné quand on lance le dé et qu'on fait 6. On va lancer 4 fois notre dé. Et bien la probabilité d'obtenir une fois un 6, non pardon, la probabilité de ne jamais obtenir de 6 sur 4 lancés, elle est de 625 sur 1286. Donc au final, en lançant 4 fois le dé, on a moins d'une chance sur 2 de gagner une fois. On a 500 sur 1296 possibilités d'obtenir au moins un 6, 150 sur 1296 d'en obtenir 2, 20 sur 1296 d'en obtenir 3, et faire 4 fois 6 de suite, on a une chance sur 1296. Bon, peu importe. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que là, on n'a pas une distribution qui est symétrique. Ok ? Donc là, on n'a pas une distribution qui est normale. Donc on va continuer de jouer au dé. Et là, cette fois-ci, on va lancer 10 fois notre dé. Là, ce que l'on observe, c'est que perdre les 10 fois, on a une probabilité de 0,17. Gagner au moins une fois, on a une probabilité de 0,32. Gagner 2 fois sur les 6 tentatives, on est aux alentours de 0,3. Et puis après, on va continuer à diminuer. Mais vous avez vu, on va avoir... au final, la probabilité de tout perdre est plus faible que la probabilité de gagner une fois. On va continuer de lancer nos dés.
Et là, cette fois-ci, en fait, on va avoir un mode ou une tendance centrale qui sera aux alentours de 3. Du coup, là, en fait, on voit que ça commence à ressembler à une loi normale. Et si on regarde n fois p, on est égal à 4,666. Et ben nous, ce qu'on va considérer, c'est que si, enfin nous, et globalement ce qui est considéré, c'est que si np est n fois 1 moins p, donc le produit du nombre de tirages multiplié par la plus petite des probabilités entre la probabilité de succès et la probabilité d'échec, ben quand ce produit-là est supérieur ou égal à 5, alors on pourra faire l'hypothèse que ça va suivre une distribution qui est normale. Alors une distribution qui est normale, elle n'est pas forcément centrée réduite. Donc pour rappel, une distribution normale, quand elle est centrée réduite, vous avez le maximum de la distribution qui est très proche de 0,4, centré sur 0. Okay. Donc pour centrer réduire une distribution quelconque, on va poser le changement de variable z égale à x, notre variable non centrée réduite, moins la moyenne, le tout divisé par l'écart type. Et donc on retombera sur notre distribution normale centrée réduite. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce qu'en fait c'est la distribution normale centrée réduite qui est enregistrée dans les ordinateurs, et c'est cette distribution qui est représentée fameuse table de la loi normale. Donc il va falloir vous habituer ou vous réhabituer à lire dans ces tables. Donc vous aurez en TD à chaque fois des tables qui seront un petit peu différentes, parce qu'il y a une multitude de tables en fonction des entrées et sorties que l'on cherche à cette table. Donc là, cette table, vous avez ici, ce qu'elle va vous donner, c'est la probabilité, donc qui correspond à l'air entre moins l'infini et une certaine valeur du paramètre z. Donc là, si on vous demande quelle est la probabilité que z soit plus petite ou égale à 1,55, il faut lire Là, le z dans cette table, il l'appelle u, donc il faut lire le u à 1,5, et 1,55, il est par là, je suis désolé, on n'arrive quasiment à rien à lire, mais bon. Si on cherche la probabilité que z soit plus grand que 1,55, là on va pas pouvoir le lire directement dans la table, il va falloir dire que c'est 1 moins la probabilité qu'on a lue juste au-dessus. Pour calculer la probabilité que z soit compris entre 1,54 et 1,55, il va falloir faire deux lectures dans la table, dire que c'est la probabilité que z soit inférieur à 1,55, moins la probabilité que z soit supérieur à 1,54. Si on revient maintenant cette fois-ci à notre approximation binomiale, donc là j'ai repris une loi où on avait une probabilité de 0,5. En fait, on va pouvoir directement identifier si NP est plus grand que 5, la tendance centrale, qui sera mu qui sera égal à n fois p, donc là dans ce cas-là 12,5, et l'écart type de notre distribution gaussienne qui ressemble, vers laquelle tend notre loi binomiale, qui sera égal à la racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Alors il y a une petite correction de continuité, donc là c'est si on fait passer donc notre polynôme des fréquences sur notre histogramme, on veut le faire passer par le milieu du barreau, ce qui fait que quand on cherche la probabilité que x soit compris entre deux valeurs, donc on fait notre changement de variable, on réduit avec notre moins np, donc là notre moyenne, on divise par notre écart type, et là on va aller chercher moins 1,5, ce qui correspond en fait au milieu du bâton de notre histogramme. On va passer maintenant à la deuxième partie qui est sur l'estimation de paramètres. Donc alors, il faut bien que vous fassiez la différence entre différents termes, notamment dans les énoncés. Donc la population, c'est l'ensemble de la population des Lego, ou l'ensemble de la population française, ou l'ensemble de la population du monde. Un individu, c'est un Lego, et un échantillon, c'est un groupe d'individus. Et un groupe d'individus, si on le sélectionne de manière aléatoire, il ne sera pas toujours le même. Donc typiquement, là, si on compte le nombre de Lego filles par rapport au nombre de Lego garçons, on va avoir des proportions qui vont être différentes, puisqu'on n'a pas sélectionné les mêmes personnes. Du coup, entre hommes et femmes, il y a des chances qu'on retrouve assez régulièrement la même proportion d'hommes et de femmes. Par contre, si on sélectionne des échantillons différents et qu'on cherche des proportions qui sont plus petites, comme par exemple le nombre de personnes qui sont en situation de handicap, on voit bien qu'en fonction de nos échantillons, on ne va pas tomber sur les mêmes proportions. Donc ça, c'est vraiment une partie qui est importante, c'est de comprendre qu'on a une population,
on veut estimer des paramètres liés à cette population à partir d'un échantillon. Donc on va prélever un échantillon de cette population de manière aléatoire. Sur cet échantillon, on va calculer des paramètres et on va essayer d'estimer les paramètres de la population à partir de ce que l'on a pu calculer sur l'échantillon. Ce que l'on cherche dans notre population, ça peut être une proportion, donc on va noter P, la moyenne, la taille moyenne, l'écart type de la taille. Et en fait, ce qu'on va essayer de réserver les lettres grecques à notre population. Donc ce sont des choses qui seront inconnues. La plupart du temps, on ne connaît pas ces valeurs sur l'ensemble de la population. Mais par contre, on va les estimer à partir de P chapeau, quand ça va correspondre à l'estimateur de P de notre échantillon. On va appeler X bar la moyenne sur notre échantillon, et ça va être un estimateur de la moyenne de la population. Et l'écart type, on le notera S quand il sera sur l'échantillon, et ça va être un estimateur de l'écart type de la distribution sur notre population. Donc on va commencer par les intervalles de confiance, parce que l'idée globalement, ça va être le P que l'on ne connaît pas, on va l'estimer avec un certain intervalle de confiance, et cet intervalle de confiance va être plus ou moins large en fonction du risque que l'on va accepter. On va commencer par les proportions. Donc alors là, dans cet exemple, c'est une production de clous. Et on a dans notre production des défauts, des clous qui sont défectueux. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un échantillon de notre production, on va compter le nombre de clous qu'on a dans notre échantillon, et on va calculer le nombre de clous qui sont bons. Là, dans cet exemple, c'est le nombre de clous qui sont bons. Et X, ça va correspondre à notre nombre de clous qui est bon. Si on prend plusieurs échantillons dans notre production, on n'aura jamais exactement la même valeur de P chapeau. Du coup, P chapeau, au final, c'est une variable aléatoire. On peut dire que n, c'est la taille de notre échantillon, il peut varier, peu importe. En tout cas, P chapeau, la proportion qu'on va obtenir dans un échantillon, ça devient une variable aléatoire. Alors, à votre avis, à quoi va ressembler la distribution de cette variable aléatoire? Donc, on a dit que P chapeau, c'était x, le nombre de bons clous, sur n, le nombre total de clous dans notre échantillon. L'espérance de P chapeau, ça va être égal à l'espérance de x sur n. N étant constant dans notre échantillon, ça va être égal à l'espérance de x sur n. L'espérance de x, je pense que vous l'avez reconnu, au final, prendre un clou dans une production, si vous avez une quantité de clous qui est infinie, en fait, on ne va pas changer la proportion en retirant un clou, donc au final, ça revient à faire n épreuves de Bernoulli, et du coup, au final, x, il suit une loi binomiale. C'est le nombre de succès d'avoir j'ai eu un clou qui est correct. Du coup, l'espérance de P chapeau, c'est NP sur N, c'est P. Ça semble à peu près logique. Donc ce qu'on montre bien, c'est qu'on espère estimer P à partir de P chapeau, qui est la proportion de bons clous qu'on a dans notre échantillon. Si on s'intéresse à la variance de P chapeau, on va avoir la variance de X sur N. N étant une constante, quand on sort de la variance, il apparaît au carré. La variance d'une loi binomiale, c'est NP 1 moins P. Du coup, on va avoir la variance de P chapeau, c'est P 1 moins P sur N. Et l'écart type de P chapeau, on va avoir la racine carrée de P 1 moins P sur N. Du coup, la distribution d'une proportion P chapeau, d'espérance P, d'écart type racine de P 1 moins P sur racine de N. Et ce que l'on va dire, c'est que si N est suffisamment grand, P chapeau, lui, il suit P chapeau, enfin en tout cas X suit une variable binomiale. Du coup, P chapeau, en fait, on va dire qu'il va ressembler à une loi normale, en tout cas, il va être approximé par une loi normale, de centre P et d'écart type sigma que l'on vient de calculer juste avant. Donc là, dans notre exemple, on avait une probabilité P de 85% de clous en bon état. Du coup, on peut calculer notre écart type. Donc ça va être racine carrée de 0,85 fois 0,15, donc 1 moins 0,95. Dans notre échantillon, on a pris 1000 clous, donc on obtient un certain écart type. Du coup, on va pouvoir encadrer P chapeau entre 0,85 qui est la proportion qu'on a observée et 0,0, enfin le résultat qu'on a obtenu là.
Du coup, là, si on met une fois l'écart type que ça suit une loi normale, bah, cette probabilité, elle est de 63%. Donc ce qu'on vient de dire, c'est que si n est suffisamment grand, entre parenthèses, euh, x suit une loi binomiale qui converge vers une loi normale, donc ça demande que np et n1 p soient plus grands que 5, alors p chapeau va suivre une loi normale centrée sur p de paramètres et d'écart type racine de p 1 moins p sur n. On pose ce changement de variable. En gros, on veut centrer réduire notre loi. Du coup, on va poser ce changement de variable. Alors z va suivre une loi normale centrée réduite. Ça, par définition, ça veut dire que la probabilité que z soit compris entre notre paramètre z alpha sur 2 ou z alpha sur 2, donc globalement, si on veut 65% de risque, on va avoir moins 1 plus 1, 95% de risque, on va avoir moins 1,96 plus 1,96, bah, cette probabilité, elle va dépendre du risque que l'on accepte. Et le paramètre, du coup, on va le lire dans la loi normale en fonction du risque que l'on accepte. On refait notre changement de variable, on multiplie notre inégalité par notre écart type, et enfin, bah là, ce que l'on cherche, ce que l'on peut montrer, c'est qu'on a réussi à encadrer P, la proportion dans notre production, pas dans notre échantillon, mais dans notre production, par la proportion qu'on a su estimer dans notre échantillon, moins z alpha sur 2 notre écart type, et plus z alpha sur 2 notre écart type. Du coup, ici, la seule difficulté, c'est qu'en fait, ce qu'on ne connaît pas, c'est l'écart type de, de P chapeau. Du coup, cet écart type de P chapeau, mais ça, comme on ne le connaît pas, on va le substituer par ce que l'on peut calculer, par l'écart type qu'on a pu calculer sur notre échantillon. Vous voyez, il y a une toute petite différence. Ici, on a sigma, ici, on a S. On a juste substitué, pardon. On a pu écrire donc exactement cette égalité, qui est la même au S différent du sigma. Et là, parce on a remplacé par sa valeur, et du coup, bah, on peut en déduire un intervalle de confiance. Un intervalle de confiance, du coup, c'est avec un certain risque de se tromper, ou en tout cas, donc le risque c'est alpha, donc une confiance à 1 moins alpha, une confiance à 95% si le risque est de 5%, et notre intervalle de confiance, il va dire qu'il y a 95% de chances que la proportion réelle de notre fabrication de clous soit comprise entre P chapeau, ce que là on a observé sur notre échantillon, plus ou moins Z alpha sur 2, racine de P chapeau, 1 moins P chapeau, le tout sur N. Du coup, on voit bien que le risque, notre intervalle de confiance, il va dépendre d'une certaine erreur, E moins alpha, qui dépend de n, la taille de notre échantillon. Donc la marge d'incertitude autour de notre estimation dépend de la proportion et de n. Donc ça c'est très important parce que si on se dit qu'on veut avoir un intervalle de confiance à 95%, on va pouvoir calculer le nombre de tirages à faire, donc la taille d'échantillon qui est nécessaire. Là, vous avez vu, il y a une petite étoile qui est à côté du P, c'est parce qu'en fait, quand on va définir la taille d'un échantillon, souvent on n'a pas encore réalisé notre expérience, on n'a pas encore commencé nos tirages. Du coup, P chapeau, on ne le connaît pas. On le note P étoile parce que c'est la proportion qu'on imagine obtenir. Et du coup, bah, avec cette proportion qu'on imagine obtenir, on va pouvoir avoir la largeur de notre intervalle de confiance. Et si on veut imposer la largeur de l'intervalle de confiance, eh ben, on va pouvoir calculer la taille de l'échantillon nécessaire pour respecter une certaine intervalle de confiance. Alors ces intervalles de confiance, bah, ils sont toujours donnés par exemple dans les sondages. Donc là, c'est pas forcément super actualisé, hein, la présidentielle de 2017. Mais voilà ce que l'on a en principe écrit soit en tout petit, soit après un astérix ou la page d'après quand on fait un sondage. Donc voilà, ce qu'on obtient, c'est au second tour, Macron l'emporterait avec 62% des voix face à Marine Le Pen, 38%. Et ils nous disent que c'est une enquête réalisée en ligne du 15/1 auprès de 1425 personnes et qu'on a une marge d'erreur qui est comprise entre 1,4 à 3,4 points, donc entre 1,4% et 3,4%.
Ouais, après, ils nous mettent du blabla pour dire que c'est une enquête et que c'est pas un vote. Donc c'est que ce que les gens déclarent à cet instant. L'enquête est réalisée en ligne, donc c'est que auprès des personnes qui potentiellement sont en ligne et les gens qui ont bien envie de répondre. Donc là, ce qu'on va avoir, bah, c'est qu'on a en tout cas sur cette enquête, on a un P-chapeau de 0,62, une taille d'échantillon de 1425. On va pouvoir calculer bah, l'écart type de notre distribution, racine de P 1 moins P sur racine de N. J'aurais dû mettre un chapeau ici, je m'excuse. Donc ça nous fait 0,013. Donc la probabilité que P soit comprise entre que la vraie proportion soit comprise entre celle qu'on a obtenue, le 62%, moins une fois notre écart type, donc moins 1,3%, et plus 1,3%, elle est de 68%. Donc quand ils disent la marge d'erreur est à 1,4, ça veut dire qu'il n'y a que 68% de chance que la proportion de 62 soit comprise entre 62% et 63,4. Si on multiplie ce 1,3 par 1,96%, donc là pour avoir 95, un intervalle de confiance à 95%, ben on voit qu'on a globalement 2,6 points. Et en fait, le 3,1, bah, il correspond à un intervalle de confiance à 99% qui est notre Z à 2,7. Voilà, on va pouvoir lire aussi sur une table. C'est pareil, c'est pas très lisible à mon avis en vidéo. On va changer d'exemple et on va passer à l'intervalle de confiance sur une moyenne. Donc plus la proportion de clous défectueux, mais la moyenne d'un paramètre au sein d'une production. Donc l'exemple, c'est celui de l'usinage d'un cylindre. Donc il y a un outil qui vient enlever de la matière sur un lopin, et on vient mesurer le diamètre du lopin à la sortie de production. Donc ce diamètre, il est censé être de 20 mm, et il y a une variation qui est normale d'un lopin à l'autre, et qu'on va essayer de quantifier. Donc la variabilité normale de production. Donc si on fait notre mesure, je ne sais plus combien il y a de cylindres au total, il y a peut-être 50, on doit y avoir 50 cylindres. On peut tracer l'histogramme des diamètres en millimètres. On peut tracer bah, la même chose mais en pourcentage. Donc du coup on va avoir la proportion de cylindres compris entre 19,95 et de cylindres compris entre 20 mm, et etc., etc. Donc si je vous demande la probabilité qu'un diamètre soit compris entre 19,9 et 19,95, la réponse bah, c'est 16%. Si je vous demande la probabilité qu'un diamètre soit compris entre 19,9 et 20, on va avoir 16 plus 32%, donc on va avoir presque 50%. La probabilité qu'un diamètre soit plus petit que 19,9, ben on va avoir que 6%. La probabilité que notre diamètre soit plus grand que 19,9, ben on va avoir 94%. On a tracé nos histogrammes, on est capable de tracer notre polynôme des fréquences, et du coup d'approximer notre fonction de distribution. Mais déjà avec notre polynôme de fréquence, typiquement c'est pour répondre à la question quelle est la probabilité qu'un diamètre soit inférieur à 19,92. Donc 19,92, on va venir ici et on va calculer l'aire du triangle entre moins l'infini et 19,92. Cette dispersion, on va chercher des indicateurs. Donc un indicateur de dispersion, ben, ça aurait pu être la moyenne des distances entre chacun des barreaux de notre histogramme et la tendance centrale. Comme les distances, ça nécessite d'utiliser une valeur absolue et que globalement on n'aime pas trop les valeurs absolues dans les calculs, on a défini la variance comme étant la moyenne pondérée des écarts au carré entre chacune des valeurs que l'on peut apercevoir et notre tendance centrale. Du coup, bah, on retrouve la formule de la variance, 1 sur n, somme des xi moins x bar au. Du coup, bah, on va pouvoir renoter bah, notre dispersion et la quantifier en différents écarts types. Cette distribution, bah, vous voyez bien, on est en train de l'approximer par une distribution qui est gaussienne. Et du coup, bah, on va centrer réduire notre loi normale en fonction de la moyenne et de l'écart type qu'on a pu calculer.
Alors là, on va prendre un exemple qui est un peu théorique, mais c'est globalement notre tour, il fabrique 50 000 pièces par jour. Et théoriquement, quand notre machine est bien réglée, on a un diamètre moyen qui est de 20 mm. Et alors notre machine n'est pas terrible parce qu'elle a un écart type, elle a un écart type de 1 mm. Mais c'est juste pour l'exemple. Et on va venir contrôler cette machine parce qu'on a une variabilité qui est normale. Là, on a une distribution où on sait qu'on a un écart type de 1 mm. Donc on a 95% de nos diamètres qui sont compris entre 18 et 22 mm. Et la question qu'on se pose, c'est à partir de quand, en fait, la distribution qu'on observe sur un échantillon est différente de la distribution qui est en temps normal, ce qui voudrait dire que notre outil est défectueux et que l'on va vouloir planifier une opération de maintenance, couper la production, intervenir sur la machine pour que notre production ne dérive pas. Si je prends un échantillon de 50 pièces, je vais avoir une certaine distribution. C'est celui qui est tout en haut, avec une moyenne à 19, 99, 27. Je prends un deuxième et un autre échantillon indépendant de 50 pièces, on va encore avoir une autre distribution qui va être différente. C'est normal, on va prendre de manière aléatoire ces 50 pièces. Et on voit que quand on prend 9 échantillons aléatoires, on a toujours une distribution qui n'est pas tout à fait la même. Et ça, c'est uniquement dû au fait qu'on a pris de manière aléatoire que 50 pièces. Alors, du coup, si c'est encore pour l'exemple, on va essayer de prendre 100 échantillons de 50 pièces. On va calculer la moyenne sur ces 100 échantillons et on va tracer l'histogramme des moyennes pour ces 100 échantillons. Donc là, c'est ce qui est représenté. On a pris 100 échantillons et on a tracé l'histogramme des valeurs moyennes qu'on a obtenues sur cet échantillon. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve encore avec une distribution qui ressemble à une loi normale. La seule différence, alors la moyenne, on voit qu'elle est très très proche de la moyenne théorique. Et par contre, l'écart type, lui, il est plus petit que notre 1 mm, puisqu'on a fait la moyenne sur 50 pièces. La moyenne d'un échantillon, du coup, c'est une variable aléatoire, puisqu'on a sélectionné de manière aléatoire un échantillon parmi une production totale. On va donc pouvoir calculer son espérance et sa variance. Alors l'espérance de la moyenne, je ne vous le cache pas que quand la taille de l'échantillon tend vers l'infini, ça tend vers la moyenne de notre population. On retrouve ici la différence entre x bar, qui est la valeur que l'on peut voir sur notre échantillon, et mu, la lettre grecque, qui est la moyenne théorique sur notre population. La variance, le calcul est un tout petit peu plus compliqué. Du coup, la démonstration, je ne vous demande pas de la retenir. Par contre, ce que je vous demande absolument de retenir, c'est que la variance de x bar, c'est égal à l'écart type au carré divisé par n, la taille de l'échantillon. Et du coup, ce qu'on va toujours utiliser, c'est que l'écart type de notre moyenne x bar, c'est égal à sigma sur racine de n. Okay, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc l'écart type sur notre moyenne, c'est l'écart type qu'on a sur notre population de x, le tout divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Encore une fois, l'écart type de notre moyenne, c'est égal à notre écart type sur la population divisé par racine de n. Okay, l'écart type de x sur racine de n. Du coup, on va se servir de ça pour essayer de définir un intervalle de confiance pour mu, qui est la moyenne sur notre population, qu'on ne connaît pas. On ne peut pas connaître mu. Le seul truc qu'on peut calculer, c'est x bar. Okay, par contre, on sait que x bar est une variable aléatoire et qu'elle suit une loi normale centrée sur mu et d'écart type sigma sur racine de n. Okay, du coup, on va poser notre changement de variable grand Z. On va centrer réduire notre loi. Donc on va avoir grand Z égale à x bar moins mu divisé par sigma sur racine de n. Z, lui, il va suivre une loi normale centrée réduite. La probabilité que Z, qui suit une loi normale centrée réduite, soit comprise entre Z moins alpha sur 2 et Z plus alpha sur 2, c'est égal à 1 moins alpha. Okay. On refait notre changement de variable. La probabilité que x bar moins mu sur sigma sur racine de n soit compris entre moins z alpha sur 2 plus z alpha sur 2, c'est toujours égal à 1 moins alpha sur 2. On multiplie à gauche et à droite notre inégalité par sigma sur racine de n. Et on soustrait après x bar à gauche et à droite de notre inégalité.
Du coup, on a pu écrire sur la dernière ligne que vous voyez pour l'instant, on a pu encadrer mu entre x bar moins z alpha sur 2 notre écart type sur la moyenne et plus z alpha sur 2 notre écart type de la moyenne. Et du coup, il y a une certaine probabilité que mu, qui est la moyenne théorique, soit comprise entre x bar, enfin dans cet intervalle de confiance. Exactement comme pour les proportions, en réalité, sigma, on ne le connaît pas. On ne connaît que l'écart type sur notre échantillon. Et sigma, on va utiliser un estimateur non biaisé, donc l'écart type où on divise par n-1, et du coup on va substituer sigma par s dans notre intervalle de confiance. Du coup, on va pouvoir en déduire que l'intervalle de confiance à 95%, si par exemple alpha vaut 5%, donc l'intervalle de confiance à 1 moins alpha %, va être égal à x bar plus ou moins z alpha sur 2, s, ce qu'on a obtenu sur l'échantillon, divisé par racine de n, la taille de notre échantillon. Et on va noter E1 moins alpha, notre erreur, à 1 moins le risque alpha, égal à notre paramètre z alpha sur 2, s sur racine de n. Du coup, quand on va vouloir faire un prélèvement dans notre production, on va également pouvoir calculer la taille d'échantillon qui sera nécessaire à définir une largeur de notre intervalle de confiance. Du coup, si on connaît S, donc ça demande d'avoir une estimation de notre variance, on va pouvoir en déduire la taille de l'échantillon à partir de cette formule, ce qui ressemble à ce qu'on avait sur les proportions. Alors, il y a des fois où on ne va pas pouvoir avoir facilement 50 ou 100 individus dans notre échantillon. Donc en cours, normalement, celui qui discute, on lui donne une mission qui est de mesurer une boîte de cornichons. Donc là, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on est un concurrent d'Amora, on veut se lancer dans le cornichon, et les cornichons, il y a toujours des fins et des extra fins. On veut faire des cornichons, mais on veut savoir jusqu'à quelle taille on peut mettre de cornichons en mettant que c'est des extra fins pour pas qu'on soit ridicule à côté de Amora ou Maille, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Du coup, dans une boîte de cornichons, en fait, le nombre de cornichons, il est petit. Il n'est pas infiniment grand. Du coup, on va pas pouvoir dire que que x bar suit une loi normale directement. Uniquement parce que on a été feignant ou on est pauvre. Et du coup, on va pas avoir sélectionné une taille d'échantillon qui soit suffisamment grande. Donc dans ce cas-là, on va utiliser une distribution qui s'appelle la distribution de Student. Et globalement, là où on va avoir le plus d'incertitude, c'est quand on va vouloir substituer l'écart type de notre population par ce qu'on a observé sur notre échantillon. Si je prends peu de valeurs, il y a peu de chances que je sois tombé sur les individus très très grands et les individus très très petits. Du coup, j'ai une vision biaisée de la variabilité des cornichons quand j'ai pris qu'un seul pot de cornichons. Du coup, là, on va utiliser un estimateur non biaisé toujours de notre variance. Donc c'est là où on retrouve notre n-1 qui vient du fait qu'on veut avoir un estimateur qui soit non biaisé. Et là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va utiliser une variable t, qui est toujours égale à x bar moins mu divisé par s sur racine de n. C'est toujours une variable aléatoire. La seule différence, si n n'est pas grand, c'est qu'elle ne va pas suivre une loi normale, mais on va dire qu'elle suit une loi de Student. Et ça, c'est valable que x suive une loi normale ou qu'elle suive une loi qui ressemble à une loi normale. Et ça nous vient d'un individu qui s'appelle William Gosset, donc pas du tout William Student. Donc c'est quelqu'un qui travaillait chez Guinness. Donc à chaque fois que vous avez petit échantillon, il faut se dire, il faut pas en boire trop. Donc voilà. C'est raisonné, petit échantillon, c'est Guinness. Guinness, c'est Student. Et alors Student, il s'appelle Student parce que, il a utilisé ce nom-là. Il s'appelle Monsieur Gosset. Mais comme il voulait pas publier ses travaux à son nom, il a pris un nom de substitut et il s'est appelé l'étudiant, ce monsieur très humble. Donc il travaillait chez Guinness et du coup on imagine bien quand on réalise de la fermentation sur des énormes fûts ou quand on veut sélectionner des blés ou de l'orge, on va devoir planter tout un champ et quand on veut
tester l'efficacité d'une technique de production, bah forcément, on ne va pas pouvoir avoir des échantillons de champs très très grands, enfin en nombre de champs très très grands. Du coup, bah, lui, il s'est posé la question de comment faire pour avoir un intervalle de confiance sur notre moyenne quand notre taille d'échantillon est limitée. Donc voilà à quoi ressemble la loi de Student. Donc, elle s'appelle soit loi de Student, soit loi de Fisher. Fisher-Student. Ce que vous avez ici, là, en haut, c'est la distribution centrée réduite. Si vous vous souvenez, je vous avais dit ça, c'est très très proche de 0,4. Bah, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que la loi de Student, c'est comme une loi normale, sauf qu'on va prendre le maximum, on va appuyer dessus, et pour conserver une aire équivalente, bah, on va venir aplatir notre loi normale, et plus on va prendre un échantillon petit, plus on va la pousser vers le bas et élargir notre distribution, et plus le nombre de notre échantillon sera grand, plus il va se rapprocher de la distribution normale centrée réduite. Et après, on va faire exactement la même opération que si on avait un échantillon de taille très importante. Donc on va dire que T va suivre une loi de Student. Alors T, c'est quand elle est centrée réduite avec x bar moins mu, le tout sur S sur racine de n. Et on va dire qu'elle suit une loi de Student à n-1 degré de liberté. Parce que pour calculer x bar, c'est comme si on avait rajouté une équation, donc on a perdu un de nos degrés de liberté. Donc si j'ai un échantillon où on a 3 individus, on suit une loi de Student de degré de liberté 2. L'opération qui est là, c'est exactement la même que pour obtenir l'intervalle de confiance pour une loi normale. La seule différence, c'est qu'on va plus avoir notre z, on va avoir un t, avec pour un risque alpha sur 2, et la valeur de t va dépendre de notre taille de l'échantillon, donc on va prendre la valeur à tn-1. Sinon, c'est exactement ce qui fera qu'on obtiendra à la fin notre intervalle de confiance exactement de la même manière. La seule différence, encore une fois, c'est qu'on ne va pas prendre 1,96 pour avoir 95%, mais une valeur de t qu'on va aller lire dans une table de Student. Et elle va dépendre de deux choses. La confiance, enfin le risque lié à notre intervalle de confiance et la taille de notre échantillon. Donc voilà à quoi ressemble la table de Student. Du coup, cette table, elle a deux entrées. Là, cette table, elle a mis le risque de manière symétrique à gauche et à droite. Donc quand on veut prendre un risque à 5%, on va avoir 2,5% à gauche, 2,5% à droite. Donc le P, il est reporté en colonne. Donc si on veut 5% de risque, on va aller sélectionner la colonne à 0,05. Si on a sélectionné une infinité d'individus, on va aller chercher la dernière ligne. Si notre échantillon est infiniment grand, on va retomber sur le 1,96 qui est la valeur de la table de la loi normale. Par contre, si on a pris que 20 individus, on ne va pas lire la ligne 20, on va aller lire la ligne 19, donc 20 moins 1. Bah là, on ne va pas prendre 1,96 pour faire notre intervalle de confiance, mais on va prendre 2,0, et j'avoue, j'arrive pas à lire le chiffre qui est au-dessus de 0,9. Donc on va remplacer ici, dans notre intervalle de confiance, le z de 1,95 de 1,96 par 2,09. Du coup, on a très souvent la question, mais à partir de quand on considère qu'un échantillon est suffisamment grand? En fait, bah, ça vient de là, ça vient de à partir de quand on considère que 2,09 est proche de 1,96. Donc forcément, si on arrondit au nom, enfin, à un chiffre après la virgule, à partir de 20, on peut se dire qu'on a un échantillon suffisamment grand. Par contre, si on fait notre moyenne sur deux individus, bah, le 1,96, il faudrait le remplacer par la valeur à un seul degré de liberté qui est de 12. Donc du coup, on n'a plus 1,96. Notre intervalle de confiance, il est multiplié par 6, quoi, la largeur. Alors, quand on crée un échantillon, on veut l'obtenir de manière aléatoire. Du coup, si vous regardez koh en ce moment, il y a un truc qui est fait de manière aléatoire, c'est quand il pioche un caillou dans le sac. Ça, c'est de manière aléatoire. Par contre, à la fin, quand ils éliminent un candidat, ça, c'est pas fait de manière aléatoire. On est bien d'accord. Il y a une espèce de concertation. C'est lui qu'on n'aime pas, c'est lui qu'on veut pas. Et bah du coup, à chaque fois qu'on fait une enquête, il faut se méfier de est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de biaiser notre échantillon.
Alors, quand on fait un échantillonnage aléatoire, il faut qu'on s'assure que il soit pas biaisé, que chaque personne a la même chance d'être sélectionnée. Donc typiquement, quand on a vu le sondage tout à l'heure, il est fait en ligne. Donc forcément, il n'est pas représentatif de la population, puisque qui va répondre en ligne à un sondage, qui peut être en ligne, qui va réellement répondre ce qu'il veut, enfin ce qu'il pense réellement. Si on fait ça par téléphone, bah, tout le monde n'a pas le téléphone. Il y a des gens qui répondent jamais à leur téléphone. Globalement, il n'y a que les gens qui ont le temps de répondre au téléphone qui répondent au téléphone. Donc au final, constituer un échantillonnage aléatoire, bah, c'est pas si simple que ça. Le seul moyen pour obtenir ça, bah, c'est de imposer à répondre. Donc en France, il n'y a qu'une seule possibilité d'obtenir un échantillonnage aléatoire, c'est quand il y a des jurys d'assises. Si pour être juré d'assises, en fait, vous êtes pioché, si, enfin, vous êtes quand même pioché sur les listes électorales. Donc ça veut dire que si vous votez, potentiellement, vous pouvez être appelé pour faire partie d'un jury d'assises. Et là, du coup, bah, on peut pas refuser, quoi. Si on vous demande, si vous êtes tiré de manière aléatoire sur ces listes, vous êtes convoqué. Si vous venez pas, en gros, il faut avoir plus de 70 ans, il faut plus vivre là où vous étiez, il faut avoir un motif très très grave pour pouvoir dire ah bah non, je ne pourrais pas assister au jury d'assises. Donc ça, c'est un des seuls moyens de constituer un échantillonnage réellement aléatoire. Du coup, pour s'assurer que, quand on ne peut pas imposer aux gens de répondre comme pour les jurys d'assises, pour s'assurer que notre échantillonnage est représentatif, ce qui va être réalisé par les instituts de sondage, c'est une stratification. Globalement, ils vont vérifier que dans l'échantillonnage, on ait la bonne proportion d'âge, de profession, et du coup, ils vont potentiellement, s'ils font ça par téléphone, ils vont appeler au début de manière aléatoire, et après, une fois qu'ils ont rempli leur proportion de personnes âgées, bah, ils vont potentiellement changer de manière où ils vont ne pas prendre en compte toutes les réponses des personnes âgées pour avoir une proportion correcte des jeunes représentés. Une autre manière de faire, c'est pour ne pas avoir de biais de sélection, c'est par exemple quand ils font des sondages sur les autoroutes, plutôt que de prendre toutes les personnes qui vont se suivre, donc du coup tous ceux qui se lèvent très très tôt le matin pour prendre la route le plus tôt possible pour ne pas avoir souci sur les péages, ils vont se dire bah, on va n'interroger que une voiture sur 10 qui va passer dans le poste de péage. Donc ça c'est une autre manière d'avoir un échantillonnage représentatif, ou en tout cas plus aléatoire. Malgré tout, il y a toujours des biais, les votants mentent aux sondeurs, les sondés ne vont pas forcément voter, et les votants n'aiment pas tous être sondés. Enfin, bref.